Si vous ne comprenez plus rien à la déchéance, si vous ne comprenez plus rien à la réforme constitutionnelle promise par le président de la République, écoutez bien cette interview. Nous sommes avec le secrétaire d'État des relations avec le Parlement, M. Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Un peu provocateur, mais je suis obligé. Écoutez, en tout cas, c'est pas provocateur parce que c'est l'ambition, ça va être. Alors ça va être à vous, ça va être à vous de répondre. Alors, ce matin, le président Larcher, président du Sénat, a eu ces phrases en disant la gauche n'en veut pas, à droite apparemment ils sont très divisés aussi, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, sur cette histoire d'extension de la déchéance de nationalité. Est-ce qu'elle va avoir lieu, cette révision constitutionnelle? Oui, elle aura lieu et c'est ce qu'on conteste. Au Conseil des ministres, vous en sortez là, c'est ce qui a été affirmé. Absolument, et d'ailleurs il y a une communication au Conseil des ministres d'orientation gouvernementale qui viendrait en application de la réforme constitutionnelle, puisque finalement, peut-être on va expliquer ça à nos auditeurs, la Constitution, on la modifie pour permettre d'appliquer des lois, et l'opposition avait demandé de connaître les propositions de loi ou l'esprit des propositions de loi avant de discuter complètement de la Constitution. Et le président de la République, François Hollande, avait tout à fait dit que cette demande était légitime. Donc ce week-end, on a fait passer à tous les groupes de l'Assemblée nationale, à l'opinion publique d'ailleurs, le contenu des propositions de loi qui pourraient être appliquées en application de la réforme constitutionnelle. Donc le Congrès aura lieu. Ah bah écoutez, d'abord, on va faire toute la procédure. On va voter, vous allez. Sénat et Assemblée nationale vont voter. Ce que je vois, c'est que la semaine dernière, par rapport aux commentaires qui sont faits, la semaine dernière, la Commission des lois a adopté l'ensemble de la loi d'une façon très majoritaire, avec un vote de l'ensemble des commissaires socialistes. C'est-à-dire, il y a plus de 40 membres socialistes dans cette commission. Ils ont voté en faveur de l'adoption et de l'article 1 et de l'article 2 et de l'ensemble de la loi. La droite, pour faire simple, s'est abstenue et les communistes ont voté contre. Et donc, nous allons avoir cette semaine, pour bien expliquer, cette semaine, vendredi, commence le débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire après la commission, on vient en séance plénière, le Premier ministre présentera le texte, et il sera voté à l'Assemblée nationale mercredi prochain, le 10, dans une semaine. Vraisemblablement, moi je suis certain qu'il y aura non seulement une majorité, mais une majorité forte en faveur de ce texte. Puis, il y aura 4 semaines après, parce qu'on ne peut pas aller plus vite, c'est la Constitution qui nous dit que pour réformer la Constitution, il faut du temps. Il a fallu 6 semaines, c'est pour ça que les Français ont l'impression d'avoir un petit peu patiné. En fait, c'est les délais légaux impliqués par la loi. Et là, 4 semaines, donc le début mi-mars, nous aurons un débat au Sénat, et nous verrons ce qu'il en est, en espérant que, vous le savez, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent exactement le même texte. Voilà. Et après, le Congrès. Et après, le Congrès qui vérifie non seulement que le texte est voté, mais qu'il est voté à 60% par l'ensemble des parlementaires. Ça nous renvoie à un Congrès au printemps. Oui, ça c'est sûr, puisque le printemps c'est le 22 mars, si je ne me trompe, ou le 21, et donc on sera après le 21 mars, mais assez proche, je l'espère. Bon, alors, on va parler du texte, après on va parler des majorités. Le texte, c'est quoi là, maintenant? On en est où? Parce qu'on ne comprend plus rien du tout. Le texte constitutionnel, il est extrêmement clair. C'est celui qui a été adopté par la Commission des lois. D'échéance. Voilà, d'échéance, de nationalité, absolument, dans des circonstances, et on dit pas pour faire simple. Non, on dit il est possible de déchoir. Qu'est-ce que dit en formule juridique, mais qu'est-ce que dit le texte qui fait 3 lignes sur l'article 2? Parce que n'oublions pas, l'article 1, l'article 1 est très important parce que il permet d'inscrire dans la Constitution avec des garanties, notamment de contrôle parlementaire, de contrôle judiciaire. Je sais. Non mais attendez, il faut que... Non mais c'est très important pour les QPC, notamment les questions prioritaires de constitutionnalité, donc, pour les renvoyer. Tout notre droit, tout ce que nous faisons en ce moment, de perquisition, etc., pourrait un jour tomber juridiquement, ne plus être valable s'il n'y a pas la validation constitutionnelle. Donc, article 1, la validation constitutionnelle de l'état d'urgence. Article 2, la déchéance de nationalité qui dit
il est possible de déchoir de la nationalité des Français dans des circonstances qui sont celles, en gros, du terrorisme, de la trahison et c'est tout. Et si on a été condamné après condamnation à des crimes et des délits. D'accord. À des crimes et des délits, délits donnant plus de 10 ans de condamnation. Petite question pratique. Oui. Si je vote pour l'article 1 et que je vote pas pour l'article 2, qu'est-ce qui se passe? Si l'article 2 est adopté majoritairement, on vous redemande ensuite de voter pour le paquet. D'accord. C'est-à-dire, et à ce moment-là, vous pouvez, souvent ça arrive, vous être abstenu, voire même avoir voté contre l'article 2, mais pensez que c'est quand même très important que l'ensemble du paquet passe, et si vous avez des réticences, etc., sur l'article 2, je prends c'est un exemple théorique, hein, mais vous pouvez aussi voter pour le paquet, parce que vous estimez que l'article 1 est plus important. Il y a 3 votes, en fait. Il y a un vote pour l'article 1, un vote pour l'article 2, et un vote pour le paquet. Voilà, mais s'il n'y a pas le vote pour le paquet, il n'y a pas de vote du tout. C'est le vote pour le paquet qui emporte l'ensemble. Alors imaginez que vous n'ayez pas de majorité suffisante et que vous vous disiez que le président de la République se dit, pardon de l'expression, que je vais au casse-pipe en allant au Congrès. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on va mesurer tout. Vous avez entendu? Les gens de la droite, là, les élus de droite commencent à... Oui, mais le président de la République a dit... Qu'est-ce qu'il a dit à Versailles? Il a dit, écoutez, je pense en conscience que pour protéger les Français, garantir les libertés et rassembler le peuple de France, je propose 2 mesures constitutionnelles. Une mesure, l'état d'urgence, l'autre mesure. Cette autre mesure, elle était traditionnellement portée plutôt par la droite. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il dit, moi, je suis de bonne foi et je fais ce que je crois nécessaire pour protéger et rassembler. Oui, mais ça... Après, il a dit, et nous disons, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Dans la loi, et à la gauche, et à la droite, et aux parlementaires en général. Dans la situation actuelle, permettez-moi de dire ça, ce sera peut-être un peu intéressant. Je pense que dans la situation actuelle, si les jeux politiciens l'emportent sur l'intérêt supérieur de la nation, ceci aura de graves conséquences. Lesquelles? Dans la relation que les Français et le jugement qu'ils ont sur leurs responsables politiques. C'est-à-dire que la victoire, ça sera pour Marine Le Pen? Je pense qu'en tout cas, ça ne sera pas une victoire qui ira dans le sens du renforcement de la démocratie et de la République. Droite et gauche seront perdantes. Donc, je pense, je le crois. Ceux qui prendraient la responsabilité de ne pas faire aboutir... C'est un avertissement que vous lancez là, hein? Non, c'est un constat. Ma conviction, c'est ceux qui prendront la responsabilité. Les Français sont un peu distants en ce moment par rapport à cette réforme. Ils ne comprennent pas grand-chose. Ils ont des problèmes en agriculture, ça prend les taxis, beaucoup de temps. les machins. Non, mais attendez, on est d'accord. Tout ça prend beaucoup de temps. C'est la Constitution, on ne peut pas aller plus vite. Mais ils se disent, là, s'ils commencent à voir les responsables politiques, chacun dans leur camp, à se chamailler pour des affaires qui n'ont pas de relation directe avec l'objet, c'est-à-dire la sécurité des Français, mais parce qu'ils ont des arrière-pensées politiques, je pense que ça ne se passera pas bien et que les Français auront un jugement très dur sur ceux qui prendront la responsabilité de ne pas aller dans le sens du rassemblement et de la protection des Français. Je vous sens inquiet. Non, pas du tout. Extrêmement déterminé. Et je pense même... Vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis très optimiste. Quant à l'avenir de cette Je suis très optimiste, parce que j'entends en ce moment, comme vous, que certains ont l'esprit qui s'échauffe. Vous avez vu, M. Fillon, il dit, bon, il y en a assez. Là, M. Édouard Philippe dit, je ne voterai pas. Je pense que certains... il peut y avoir... Moi, je respecte les convictions des uns et des autres. Mais je fais la part entre les convictions et les manœuvres. Et là, vous estimez qu'on est dans le jeu politique chez certains? Je pense qu'il y a un jeu politique. Alors, une petite précision sur... parce qu'il y a une loi ordinaire qui va accompagner cet article 2, normalement. Cette loi ordinaire, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va concerner les délits aussi? Écoutez, c'est en débat. Lié au terrorisme. C'est en débat, et là, c'est un débat qu'on va déjà avoir au niveau de la Constitution. Parce que certains me disent que le Sénat, par exemple, est opposé à l'idée de mettre les délits, pour des raisons que le Sénat expliquera. Je ne sais pas si c'est... Président du Sénat, notamment. Voilà. Je ne sais c'est pas le cas de l'ancien président de la République. Mais tout ça n'est pas illégitime. Quand on débat sur le fond et qu'on essaye de faire le réglage précis, moi, personnellement, je trouve ça... C'est de la haute couture, là. Mais oui, mais c'est normal, c'est la Constitution, on ne joue pas... Bon.
Mais par contre, quand on va un peu plus loin et qu'on instrumentalise tout ça pour faire de la mayonnaise, là, c'est autre chose. Mais donc, je pense que le débat va avoir lieu, il est noble, et c'est bien normal. Bon, donc je ne peux pas dire exactement ce que va être le point d'arrivée. Ce que je sais, ce sont les engagements, tant au plan constitutionnel qu'au plan de la loi, les engagements du président de la République et du gouvernement. Le président de la République, s'il n'y arrive pas là sur cette réforme, qui est une réforme constitutionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une réforme importante, même si certains en dénigrent le contenu, c'est la fin des haricots pour lui si ça passe pas, ça. Non, je pense que ce n'est pas le problème du président de la République. Comment ? C'est l'initiateur de la réforme. Le président de la République peut faire beaucoup de choses. Il est de très bonne foi, il pense aux intérêts de la nation. S'il y a une partie de l'opposition, et suffisamment dans l'opposition, qui refuse la main tendue sur la politique des intérêts supérieurs de la nation, qu'est-ce que vous voulez ? Il ne peut que constater. Il n'est pas responsable de ce que ferait l'opposition. Vous êtes au Parti Socialiste, vous oubliez un petit peu aussi vos ouailles. Je n'oublie rien du tout. Eux, ils crient beaucoup aussi. Non, mais il y a des gens, bien évidemment, d'ailleurs parfois un peu les mêmes, d'autres que ceux qui sont jamais contents et qui ont peut-être une arrière-pensée politique. Il y en a d'autres qui, de bonne foi, je vais vous parler de gens de bonne foi au Sénat qui se posent la question, par exemple, il y a des gens de bonne foi qui s'interrogent, etc. Je pense que le gouvernement, et en tout cas c'est ce qu'ont dit les commissaires au loin, a apporté les garanties sur le fait qu'il y avait aucune stigmatisation de telle ou telle catégorie de Français. On a l'impression que dans votre camp, si je prends l'Assemblée nationale, il y a quelques 279 députés socialistes. On n'est pas loin des 100 qui sont contre. Hein. Non, je ne crois pas. Je pense que vous estimez à combien? Écoutez, je n'en sais rien. Les frondeurs disent qu'ils sont 40 à 50. Mais si on ajoute tous ceux qui sont de bonne foi, toujours, vous savez, c'est toujours le même groupe qui est là, qui a tous les 15 jours, ils disent on va gagner, on est les plus forts. Bon, puis après, ils vont de défaite en défaite, d'isolement en isolement. Bon, mais ça, c'est voilà. Aujourd'hui, on verra. Moi, je suis confiant. Une très large majorité des députés socialistes votera cette réforme constitutionnelle. On vous entend. Et on verra ce qu'il en est au total. Cécile Duflot, dans Match qui apparaît demain, dit « Hollande et Valls font disparaître la gauche ». C'est une sacrée accusation, ça. Écoutez, il n'y a plus de gauche dans le pays. Elle est dans la surenchère permanente. Je voudrais simplement signaler que son parti, elle l'a liquidé. Bon. Aujourd'hui, il reste. Elle n'existe plus, quoi. Bon, écoutez, elle a une existence. Mais médiatique. on a quand même le sentiment, alors ça c'est objectif, et c'est moi qui parle, donc je ne peux être qu'objectif, que quand même il y a deux gauches là qui, sincèrement, cette rupture entre la gauche, on va dire social-démocrate, dont vous êtes une des incarnations, Hollande, Valls, Macron qui n'est pas au PS mais quand même, et puis cette gauche qu'incarnent les frondeurs et d'autres. Le divorce, on y va là? Écoutez, le divorce, c'est eux qui le pratiquent, c'est eux qui... alors depuis M. Mélenchon... vous pouvez l'acter. Mais on l'acte en continuant à faire ce que nous avons à faire pour l'intérêt de la nation. On ne se préoccupe pas simplement des humeurs ou des calculs, parce que quand même, derrière tout ça, il y a beaucoup de calculs, pas simplement des humeurs. Électoraux ou personnels, parce que électoralement, ils vont d'échec en échec. Je rappelle quand même que les élections régionales, par exemple, où on nous avait promis que l'alliance de la gauche contestataire allait bousculer tout ça. Bon, ils n'ont pas fait 10%. Vous avez sauvé les meubles, on va dire. Pardon ? Vous avez sauvé les meubles. Non, on n'a pas sauvé les meubles. On a clarifié qui fait que sur une ligne qui est celle d'une gauche réformiste, il y a aujourd'hui une très très large majorité. Elle a un avenir, cette gauche réformiste. D'ailleurs, quand on fait des sondages, vous le savez mieux que moi, on voit arriver Macron, Valls, etc. On ne voit pas les contestataires. Il n'y a pas de demande. Et vous vous en portez mieux, cette gauche réformiste, d'être entre vous et puis de ne plus avoir affaire. Entre nous, on est avec les Français. Il y a une partie d'une gauche contestataire qui est aujourd'hui relativement coupée des Français. Et elle prétend, évidemment, vous en avez de donner moins en des leçons de... Écoutez, moi, je préférerais qu'ils soient conscients des réalités et qu'ils se rassemblent. C'est pas le cas, à vos yeux. Voilà, mais je n'ai pas, j'ai pas une obligation de résultat. Toujours, on cherche à discuter, mais à expliquer. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Deux questions. Nous sommes porteurs de l'intérêt général parce que nous sommes en responsabilité. Et nous ne sommes ni dans le déni, ni dans les responsabilités. Il y a une gauche qui ne veut plus gouverner. Cette gauche-là, elle prend une responsabilité majeure. Alors, deux questions très claires. La première, des primaires, non.
Du coup, cette gauche-là... Il y a une aspiration à un débat. Moi, je suis pour que le débat ait lieu. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ont vraiment des idées géniales, qui seraient minoritaires et contestataires, et de l'autre qui n'auraient rien à dire. Bon, non, on essaye de penser, nous aussi, s'ils veulent bien nous prêter cette amabilité. Et puis, après, il y a des gens qui cherchent à s'allier, mais sans être jamais d'accord l'un avec l'autre. Je crois que Mme Lienemann est candidate, par exemple, primaire, mais je ne suis pas sûr que M. Mélenchon, M. Hamon, Mme Duflot, enfin je pourrais vous citer tout un nombre sur la bouche, tous ces gens-là. Voilà, ces gens-là qui donnent des leçons à tout le monde sont jamais capables de se mettre d'accord, n'ont pas de projet commun, n'ont pas de stratégie, n'ont pas d'analyse commune. Bon, alors nous on a un président de la République qui, dans les circonstances les plus dramatiques, a montré sa capacité, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de gérer l'État et d'avoir le sens de l'intérêt général. Eh bien, nous pensons que ce président de la République-là, il faut aussi le préserver et ne pas non plus confondre des élections et la conduite de la France avec un congrès d'une organisation étudiante. Donnez-moi des nouvelles de Jean-Christophe Cambadélis, il est toujours là? Il est là et... Ça ne doit pas être simple pour lui. Hein. Ah, je ne vous dis pas ça. C'est simple pour personne, mais surtout pour lui, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir entendre ce qu'on entend. Quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, comme dit la phrase. D'accord. Ce matin, il y a une petites indications sur un remaniement, non? C'est pour quand? Écoutez, j'en sais rien. Et au doigt mouillé pour vous, d'après vous? Écoutez, il y a des ministres qui souhaitent partir. Madame Pinel a explicité. Monsieur Fabius va aller au Conseil constitutionnel. Vous savez que c'est pas moi qui le désigne, donc je n'en sais strictement rien. Si c'était moi qui le désignais et que je le savais, je vous le dirais pas. Mais en l'occurrence, vous n'allez pas devenir ministre des Affaires étrangères. On vous a pas. Non, écoutez, je n'ai pas de... Non, mais merci pour... Merci, on en parle, merci. Hein, on en parle, écoutez, merci pour cette éventualité qui est quand même tout à fait honorable et respectable et passionnante. Ouais, ça vous plairait. Mais bon, voilà. Écoutez, comme beaucoup d'autres, qui pourraient refuser tel ou tel poste, mais c'est pas le... C'est imminent ou... Je n'en sais rien. Je pense que ça aura lieu, effectivement, dans une poignée de jours. Une poignée assez large. La semaine prochaine, par exemple. En tout cas, plutôt dans ces eaux-là, où si ça doit avoir lieu. Mais je pense que pour des raisons, y compris que vous avez signalées, elles auront lieu. C'était le talk de Jean-Marie Le Guen qui nous a dit beaucoup de choses, mais qui nous a dit surtout que lui, il gardait son optimisme chevillé au corps et qu'il était persuadé, en tous les cas, qu'à l'Assemblée nationale, il y aurait une majorité suffisante pour cette réforme constitutionnelle à venir, qui doit passer par le Congrès, je vous le rappelle, mais il faudra aussi voir ce que dit le Sénat, et ça, le Sénat, ça sera pas avant un mois. Donc 4 semaines après la fin des débats, du premier débat à l'Assemblée nationale. Donc Jean-Marie Le Guen est plutôt optimiste, il n'est pas question de renoncer au Congrès. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci.